Bonjour à tous, je m'appelle Boris Le Gofic, j'ai deux sociétés, une société qui s'appelle Endro Cosmétiques, on fait des cosmétiques dans des petits bocaux consignés, donc c'est soit du solide, soit d'autres galéniques type émulsion, baume, etc. Et j'ai une autre société qui s'appelle le laboratoire Calonne, et là on fabrique pour d'autres marques beaucoup de solides. Donc aujourd'hui l'idée c'est de vous donner quelques informations sur comment choisir vos solides et comment faire un solide réussi. Honnêtement, j'ai pas la réponse, je vous le dis tout de suite, ça serait beau. Mais je vais vous donner quelles sont les étapes à respecter, quelles sont les questions forcément qu'il faut se poser pour réussir à faire quelque chose qui correspond à votre cible. Parce que la première chose qu'il faut se demander quand vous faites un solide, c'est à qui vous voulez répondre. Aujourd'hui, dans le milieu du solide, vous avez des marques qui sont en termes de clean qui sont très élevés, mais la sensorialité n'est pas forcément là. Donc, et si vous adressez au mass market, par exemple, vous devez avoir vraiment un produit qui soit très sensoriel, donc qui mousse beaucoup, qui ait du parfum qui soit assez fort. Ça, c'est l'idée vraiment d'un produit classique solide. Si vous, contrairement, vous voulez plutôt aller sur des personnes qui sont très engagées dans le zéro déchet, qui vont vraiment aller regarder la composition de bout en bout, qui veulent vraiment quelque chose de différenciant, là, vous allez aller sur des choses un peu différentes. Donc déjà, la première chose, c'est où je distribue ma gamme et à qui je m'adresse. Dans un produit solide, vous avez 4 choses vraiment importantes qu'il faut se poser et on va passer une à une. La première, c'est le choix du tensioactif. Aujourd'hui, je vais principalement vous parler des solides à base de tensioactif, pas forcément de la saponification à froid. J'en fais pas et je ne suis pas compétent là-dessus. Plutôt des bases tensioactives ou bien des produits sans tensioactif. Voilà. Donc si on part avec les produits avec tensioactif, donc les shampoings, ce qu'on appelle les pains lavants, il peut y avoir aussi quelques après-shampoings avec des tensioactifs, les démaquillants, les nettoyants visage, là les dentifrices solides. Là, vous avez forcément du tensioactif. Donc le tensioactif, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'agent moussant et c'est ce qui permet de lier les éléments. Je ne vais pas vous faire un cours de chimie, mais en gros, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez 3 gros tensioactifs qui sont utilisés en solide. Le premier, c'est le SCI, qui est chez beaucoup de marques. La problématique du SCI, c'est qu'il ne passe pas en bio, déjà. Il n'est pas valable sur la partie il n'est pas Cosmos organique, dans le sens où l'extraction peut s'avérer un peu polluante, même très polluante. Il est à 86% d'origine naturelle et après il a 14% d'oxyde d'éthylène. C'est ce qui permet en fait l'extraction du SCI. Donc déjà, si vous voulez être en bio, vous enlevez le SCI. Si vous ne voulez pas être en bio, le SCI il est hyper intéressant parce que pour l'environnement, une fois qu'il a été extrait, il est plutôt bien biodégradable aujourd'hui. Il mousse beaucoup. En termes de sensorialité, vous n'aurez pas beaucoup mieux. Et surtout en termes de fabrication, parce que je vais aussi vous donner le côté industriel, il est très facile parce qu'il devient très liquide et il durcit très vite. Donc en fait, vous avez un produit qui est très liquide. Du coup, il durcit, il prend bien la forme des moules et il durcit très bien. Et surtout, quand vous l'utilisez, ils font pas trop vite aussi derrière. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs utilisations derrière, un nombre d'utilisations beaucoup plus grand. Aujourd'hui, des marques comme Pachamama, l'Amazuna, Umai, pour les citer sur le solide, sont sur ce tensioactif-là. Pardon? C'est de la coco, ouais. SCI, pardon, c'est du sodium coco isothionyate. Donc c'est un mélange d'acide et de coco. C'est des dérivés de la coco. Tous les tensioactifs que je vais citer sont dérivés de la coco. Voilà. Ensuite, donc ça c'est le premier tensioactif qui est possible. Le deuxième tensioactif possible, c'est le SCS, que nous on conseille aujourd'hui souvent quand les personnes veulent être en bio, c'est le sodium coco sulfate. Alors le mot sulfate fait un peu peur tout de suite. On parle du SLS, c'est le sodium laureth sulfate. Lui, il est vraiment à bannir parce qu'il est très irritant. La problématique des sulfates, c'est qu'ils peuvent être très irritants. Donc sur du SCS, je conseille quand même d'avoir un produit qui soit assez peu dosé en SCS parce que ça va vite mousser. Un tensioactif, pour vous donner un ordre d'idée, ils sont entre 30 et 60% dans la formule. Il y a entre 30% à 60% dans la formule. Donc le SCS, on le conseille parce qu'il passe en Cosmébio, il passe en Cosmos organique, il mousse bien
En termes de tarifs aussi, parce que ça dépend à qui vous vous adressez, il est au même prix que le SCI. Donc c'est une bonne alternative. Et pareil que le SCI, il rend les produits assez liquides et il durcit très bien. Donc ça, c'est le deuxième tensioactif possible. Le troisième possible, ça vient de la famille des glutamates. C'est le sodium coco-glutamate. Sodium cocoïl glutamate. C'est le plus clean des trois en termes de composition. Il passe en cosmos organique. Il n'est pas irritant, mais par contre, il mousse beaucoup moins. En fait, vous avez une mousse qui est un peu différente, qui est une mousse qui ressemble un peu plus à de la crème. Donc c'est une mousse légère à base de crème. Nous, c'est celui qu'on utilise chez Endro. Les retours des clients ne sont pas fantastiques, honnêtement. C'est un tensioactif que beaucoup de monde essaye de travailler. Là, on a des nouvelles versions qui sont largement meilleures. Mais pour les personnes qui veulent vraiment passer au solide, ou c'est leur premier solide, c'est compliqué de passer sur du glutamate tout de suite. Donc le SCG, il a une autre particularité, c'est qu'il est très très difficile à travailler. En gros, ça donne une pâte assez très pâteuse justement pour le coup, et qui est difficile à doser. Donc vous avez des produits qui sont moins jolis, vous n'avez pas des produits très lisses, et en termes de sensorialité, c'est pas non plus la folie. Par contre, c'est assez innovant, et en termes d'irritation, il n'y a vraiment aucune irritation sur le glutamate. Donc premier choix, c'est vous choisissez votre tensioactif entre les trois que je viens de citer. Une fois que vous avez choisi ça, vous allez choisir le cœur de votre solide. Vous allez choisir votre argile, vous allez choisir vos huiles, vous allez choisir vos beurres. Là, c'est en fonction de la typologie du produit. Un shampoing cheveux gras, vous allez plutôt être sur quelque chose de purifiant. Donc vous allez privilégier plutôt l'argile verte. Cheveux secs, plutôt quelque chose de nourrissant. Argile rose avec une huile qui est assez riche. Ça peut être de la coco ou alors des huiles un peu plus françaises type jojoba, des choses comme ça qui sont vraiment nourrissantes pour le cheveu. J'ai pas beaucoup de cheveux, moi ils vont très bien les trois, mais pour les cheveux longs, il y a vraiment une différenciation qui est assez importante. Donc ça c'est vraiment pour les shampoings, pour tout ce qui est démaquillant, pour tout ce qui est baume, etc. C'est vraiment le cœur du produit. Donc là, il faut vraiment, en fonction de chaque entité, de chaque huile, de chaque beurre, vous allez chercher une combinaison de ces beurres-là qui vont pouvoir vous fabriquer un solide qui fonctionne bien. Le rendu, la texture est hyper importante. Vous allez avoir d'un produit à un autre en solide, vous n'allez pas du tout avoir le même rendu. Un solide, il faut que ça se dépose bien, mais il faut que ça se dépose pas trop non plus. Il faut avoir un côté fondant, mais pas trop. C'est-à-dire qu'un après-shampoing, par exemple, il va chauffer au contact de l'eau chaude, il va déposer du produit, mais s'il dépose trop de produit, il va y en avoir trop dans les cheveux, ça va devenir cracra. Et derrière, en plus, vous allez avoir que 20 utilisations, ce qui n'est pas non plus le but d'un solide. Un solide, on l'achète plus cher au départ, mais ça dure beaucoup plus longtemps. Mais par contre, à l'inverse, s'il est trop dur, eh ben, ça ne laissera pas de produit et du coup, ça ne sera pas efficace. Donc il y a une notion de fonte du produit qui est hyper importante pour tous les produits solides. Hein. Donc le cœur de votre produit, ça va être avec votre labo ou vos formulatrices. Là, c'est vraiment de chercher la combinaison d'huile, de beurre, d'actifs, de poudre qui va bien. Nous, on utilise des choses qui sont assez intéressantes, des huiles de brocoli par exemple sur la partie capillaire qui sont assez innovantes, qui permettent de gainer le cheveu. On va utiliser des huiles de jojoba aussi pas mal sur la partie capillaire. Autrement, sur des produits un petit peu plus basiques type déodorant, on va être pas mal sur des rendus soit karité, soit coco, qui ont des rendus assez secs sur la peau et qui permettent justement de déposer du produit. Donc une fois que vous avez choisi votre tensioactif, première étape. Deuxième étape, vous avez choisi votre cœur de solide. La troisième étape, ça va être vos actifs. Les actifs que vous allez vouloir mettre dedans. Donc là, soit vous faites un produit vraiment classique, sans forcément d'actifs, mais les actifs sont plus dans votre cœur de formule, soit vous voulez aller un peu plus loin. Et là, vous vous dites, bah voilà, moi j'ai un pain lavant et j'aimerais bien qu'il soit purifiant. Vous pouvez rajouter des actifs objectivés. Donc là, vous serez approché des laboratoires qui ont des actifs, qui ont breveté ces actifs-là et qui, à un certain pourcentage, sont capables d'avoir des propriétés que vous pouvez alléguer sur votre produit. Donc je prends l'exemple, on a fait pour un client un pain lavant. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui mousse.
mais ils ne voulaient pas seulement un nettoyant. Ils voulaient aller beaucoup plus loin que ça. Donc on a rajouté le fruit de noni. Le fruit de noni, c'est un actif breveté par GreenTech qui permet en fait de venir purifier la peau. Donc ça joue sur le microbiote cutané, ça resserre les pores et ça vient jouer sur l'excès de sébum. Donc c'est plutôt pour les peaux mixtes à grasse et ça vient vraiment nettoyer. Il y a un actif qui est très très reconnu en ce moment, c'est le Cosmic Green, utilisé dans quasiment tous les après-shampoings qui sont présents sur le salon, qui permet de démêler. Aujourd'hui, on a une vraie problématique sur les après-shampoings, c'est qu'on n'avait pas de démêlant qui soit vraiment efficace. Le Cosmic Green a répondu à pas mal de problématiques. Le problème du Cosmic Green, c'est qu'il sent le poisson. Vraiment, il sent le poisson. Donc il faut le couvrir soit avec du parfum, soit le combiner avec des matières, donc votre cœur de formule. C'est ça qui va permettre d'éviter cette odeur de poisson-là. Donc voilà, vous choisissez tensioactif, cœur de formule, actif. Et après, vous avez deux choses encore importantes. C'est la forme et le parfum. La forme, nous, sur nos techniques de solide, c'est du coulage à chaud. Donc en fait, vous avez un produit qui est liquide, que vous venez couler dans un moule unitaire et qui permet de créer une forme. La prise en main du produit est hyper importante. Aujourd'hui, il y a des formes qui existent qui sont vraiment sympas. Chez Uma, et leur shampoing est vraiment sympa. Il a une forme qui permet tout simplement de bien le prendre en main et de l'appliquer sur le cheveu. Je vous conseille quand même des formes circulaires. On avait sorti un shampoing carré. Et ben, c'était pas la bonne idée. C'était merdique, ça marchait pas. Les gens venaient au niveau des arêtes. On a rapidement changé. On est passé sur une forme en forme de palais, qui est aujourd'hui la forme la plus utilisée, qui permet tout simplement de bien utiliser le produit. Et surtout, c'est ça qui fond le moins vite. Parce que si vous avez des formes un peu biscornues, et ben, au fur et à mesure, il va se casser le plus rapidement. Plus la forme est différenciante, plus il risque de se casser. Attention, la forme est aussi importante dans l'achat du client. Le client, qu'est-ce qu'il va regarder sur un solide? Il va regarder la forme et l'odeur. La première chose que fait un client quand il arrive dans un magasin au niveau d'un solide, c'est il le prend, il le sent. Sur les stands, faites le test, regardez quand il y a du solide, les gens ils le prennent, ils le sentent tout de suite. Donc le choix du parfum est hyper important. Votre cœur de formule, votre actif, plus le choix du parfum, c'est ça qui va faire l'odeur globale de votre produit. Attention, il y a des huiles, il y a des beurres qui peuvent jouer sur l'odeur. Vous mettez de la cameline à l'intérieur, qui est une huile super sèche, mais qui est géniale, et ben, elle recouvre absolument tous les parfums, à part si vous allez sur des parfums synthétiques. Donc ça, c'est la cinquième étape, c'est l'odeur. Nous, on conseille de partir sur des parfums plutôt d'origine naturelle. On évite les allergènes. Les allergènes étiquetables, en tout cas, la problématique de ça, c'est que vous vous privez d'une population qui sont les femmes enceintes, les femmes allaitantes, tout de suite. Mais en même temps, un parfum fort permet d'avoir des ventes supplémentaires. Donc c'est à vous de juger qu'est-ce qui est le plus important. Et après, vous pouvez sortir aussi une gamme avec un parfum plus élevé et un plus léger qui convient aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes. Une fois que vous avez fait tout ça, et ben c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, vous avez déjà bien avancé sur votre produit. J'ai pas parlé des origines, mais après, c'est complètement possible aujourd'hui d'avoir un cosmétique solide qui soit à 80%, voire 100%, s'il n'y a pas de tensioactif, d'origine française. On arrive à faire des 100% d'origine bretonne, donc 100% d'origine bretonne, française, c'est complètement possible. Il y a le dernier point, c'est le prix. Le prix est hyper important. C'est pareil, ça répond à la première question, c'est à qui vous voulez vous adresser. Est-ce que je vends en GMS? Est-ce que je vends un institut de beauté? Est-ce que je vends exclusivement sur le e-commerce? Quand Oumaï, je prends beaucoup l'exemple d'Oumaï parce que c'est assez intéressant, ils ont mis un shampoing solide à 20 €. Tout le monde a dit que ça ne marcherait pas. Et ben, le produit est hyper qualitatif et du coup aujourd'hui les gens ils achètent et ils rachètent à 20 €. Alors que c'est le même grammage, c'est une formule qui est plus travaillée, mais on est quand même sur une base SCI. Donc votre positionnement sur un produit solide est hyper important. Une fois qu'on s'est dit ça, trouvez un bon laboratoire aussi qui sait faire sur le tensioactif utilisé. C'est hyper important. Il y a quand même une logique d'industrialisation qui est hyper complexe. Ça paraît simple de faire un solide, on chauffe, on coule, c'est pas vraiment le cas. Il y a des problèmes de densité. Un solide peut faire une densité
peut passer de 1,2 à 0,8. Ça veut dire que vous pouvez avoir 100 ml, mais un produit qui fait 80 grammes ou 120 grammes. Et ça peut changer même pendant la production. Si vous n'avez pas un industriel qui mesure ça, l'incorporation d'air peut arriver très rapidement aussi dans ces produits-là. Nous, on a fait des produits où on s'est complètement planté, où on avait une pâte qui avait pris en masse et qui était quasiment indosable. On a un client qui a testé sur du glutamate notamment, c'est assez complexe. Là, ils n'arrivaient pas du tout le labo à le faire, on l'a récupéré, on a reformulé, mais on n'a quasiment pas touché sa formule, mais on a changé le process. Donc le process peut aussi influer sur la qualité du solide qu'il y a derrière. Donc quand vous travaillez avec un labo, demandez-lui si il a déjà fait ça. Je pense que c'est hyper important au départ. Je ne sais pas où j'en suis. 20 minutes, il me reste 10 minutes. Ce que je vous propose, c'est de répondre directement à vos questions. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Je ne sais pas si c'était clair. Si ? Quelqu'un a des questions ? Je voulais savoir, avec votre marque de solide, justement, comment s'est passée toute la démarche de savoir à qui vous vous adressez, sur quel marché, sur quel niveau de gamme, enfin ce que vous avez dit au départ. Bonne question. On ne s'est pas forcément posé la question au départ. Et du coup, je vous donne aussi les erreurs qu'on a fait. On ne savait pas forcément dans quel endroit on voulait être distribué. Nous, au départ, on voulait faire un bon produit qui ne soit pas trop cher. Mais en fait, ce n'est pas forcément la démarche qu'il faut effectuer. Il faut se dire, moi, je veux être là, avec ces prix-là. Mes concurrents sont à ce prix-là. Je suis dans le marché. Et je peux sortir avec la qualité du produit derrière. On a voulu faire un produit, nous, pas trop cher au départ, en termes de durée-temps. C'est-à-dire que prix-temps, on était aussi efficace qu'un déodorant Axe. Par exemple, un déodorant, nous, c'est 4 mois, ça coûte 9 €. Un Axe, c'est 3 € et on le change tous les mois. Donc en fait, le rapport est intéressant. Mais c'est des questions qu'il faut vraiment se poser. Est-ce que vous voulez être en bio, en GMS, en institut de beauté, en VDI? Il y a plein de circuits de distribution, mais c'est une question qu'il faut se poser. Sur des cosmétiques solides, on utilise souvent de la glycérine pour casser un peu le côté irritant, enfin en tout cas pour le diminuer. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce qu'il y a des types d'ingrédients comme ça dans le solide qu'on peut utiliser pour diminuer le côté irritant? Alors un produit solide, il est anhydre au départ, donc sans eau. La glycérine peut être incorporée dans certains solides, mais donc la glycérine, c'est un mélange d'eau au départ. Donc c'est pas facile à incorporer. Le mélange avec les beurres et les huiles, c'est pas forcément compatible. Donc nous, on n'incorpore pas de glycérine, en tout cas sur ces produits-là. On peut venir avec d'autres huiles adoucir justement ce côté irritant, ce côté-là. Donc la coco est très bien pour ça. C'est-à-dire qu'on l'utilise, au-delà du fait qu'elle peut être comédogène, en termes de texture, elle est assez intéressante, elle est hyper douce, quoi. Donc voilà. Mais la glycérine, assez complexe en solide. Après, je connais pas 100% du marché, mais je sais qu'ils font du solide chez Gravier notamment. Ils ont une eau micellaire en forme de gelée. Là, c'est hyper intéressant, c'est innovant, c'est quelque chose qui est assez brillant. Ouais. Il y a aussi la couleur finale du produit. Est-ce que vous avez des astuces pour la travailler? J'ai oublié la couleur. C'est une très bonne question, la couleur. La couleur va indiquer rapidement au client quel est le but du produit, notamment sur les shampoings. Un shampoing vert, vous allez être sûr que c'est quasiment un cheveu gras qui est destiné à purifier le cheveu. Comment on joue sur les couleurs? On joue sur les argiles, principalement. Donc on peut faire des mélanges d'argile. Vous avez argile rouge, argile blanc, argile vert, argile rose, argile jaune, enfin vous avez tous les argiles quasiment. Vous pouvez faire des combinaisons et après vous avez des produits qui vont donner des couleurs différentes. On utilise par exemple de la poudre d'ortie dans l'antipelliculaire. Ça va donner un vert beaucoup plus foncé. Voilà, vous avez à chaque fois des produits, des poudres. On va jouer beaucoup sur les poudres pour donner la couleur. Sur les produits solides type plutôt baume, là on va souvent être sur du blanc, beige, jaune. Et là, ça va plutôt être les beurres qui vont donner la couleur. Donc là, si vous utilisez plutôt du karité
odorisé ou désodorisé, vous allez avoir un jaune ou un blanc. Un produit jaune, un produit blanc. Donc rien que par rapport à ça, vous pouvez évaluer quasiment ce qu'il y a dans le produit. Quels sont vos principaux fournisseurs d'ingrédients? Alors, nous, sur nos fournisseurs d'ingrédients, après, je parle vraiment à titre personnel, hein, on travaille pas mal avec Actibio sur tous les beurres, les huiles. Moi, j'aime bien Actibio parce qu'ils ont une traçabilité qui va jusqu'au producteur. Donc, souvent, on a des clients qui nous demandent cette traçabilité-là. Après, on a d'autres fournisseurs. On travaille aussi sur les huiles essentielles, des choses comme ça. On a vraiment différents... On a Perle de Gascogne sur l'huile de prune, par exemple, une huile française. On essaye d'avoir de l'huile de chanvre. On va être en Bretagne. Bon, c'est notre côté chauvin, ça. Mais si on peut le trouver en local, on va essayer d'être en local. Si on peut être avec le producteur, on va essayer d'être directement au producteur. Autrement, on va faire appel à des grossistes aussi. Il y a une problématique quand même logistique derrière, hein. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des petits fournisseurs partout pour faire son solide. Mais en réalité, surtout en ce moment, quand les matières premières sont en flux tendu terrible, c'est cool d'avoir quelqu'un qui peut aussi centraliser. Et quand vous choisissez un fournisseur, un produit, faites en sorte que vous ayez 2 fournisseurs qui soient capables de répondre. Ça, c'est hyper important. Toujours 2 fournisseurs. Et évaluez vos fournisseurs. C'est-à-dire que est-ce qu'il réagit rapidement? Est-ce que s'il y a un problème qualité, il est capable de réagir rapidement? Est-ce qu'il donne toute la traçabilité, les fiches de sécurité, les numéros de lot, les fiches bactériaux en temps voulu aussi? Tout ça, c'est hyper important quand vous choisissez vos fournisseurs. Mais après, il y a des gens qui ont d'autres fournisseurs, je ne les connais pas tous, c'est pour ça que je ne vais pas me... D'autres questions? Non? Si vous voulez, je peux finir sur un peu une donnée marché, sur le solide. Sur le solide, il y avait quand même des gros précurseurs. L'Amazona, Pachamamay, c'était quand même les gros précurseurs autour du solide. Aujourd'hui, quand on voit les allées, il y a quand même beaucoup de solides. Donc c'est dur de faire les différences entre les solides. Donc avec déjà les 4 étapes que je vous ai données là, regardez les tensioactifs, regardez les beurres et les huiles utilisées, regardez les formes, déjà vous allez pouvoir les différencier beaucoup plus facilement. Je n'ai pas parlé de la saponification à froid, c'est une autre forme de solide qui est très bien aussi, qui fonctionne très bien. Là je suis plutôt parti sur les bases tensioactives. Le marché est quand même en train, il y a beaucoup d'offres face à la demande. On a du mal à amener les gens vers le solide, vers ces types de solides-là. On ne sait pas exactement si tous les utilisateurs qu'on pensait sont venus au solide. Il y a des nouvelles formes de solides qui arrivent, des 900 Ker pour les citer, qui ont sous forme de bâtonnets, qui sont assez intéressants aussi, où là en fait on vient reconstituer directement des produits classiques avec du solide. Donc l'idée d'un solide au départ, c'est de ne pas transporter d'eau. Mais une fois qu'on arrive à le faire autrement, c'est intéressant. La poudre à reconstituer est hyper intéressante. Maison Aden, qui fait un shampoing qui est là dans le lab, c'est intéressant. Paridome, qui est fabricant, qui est là-bas, qui est fabricant de ces bâtonnets-là, on sont en train de monter des nouvelles technologies qui vont sûrement un peu révolutionner ce marché-là. Après, la vraie question, c'est est-ce que les consommateurs sont vraiment prêts à y aller ou pas? Est-ce que le shampoing solide, c'est vraiment une solution ou pas? C'est des questions. Aujourd'hui, on voit bien, hein, tous les jours, on a des gens qui arrivent au laboratoire Calonne et nous disent bah voilà, moi je veux faire du solide. Il n'y aura pas la place pour tout le monde, c'est impossible. À un moment, il y a des marques qui émergent très bien. Je pense à Unbottle, qui cartonne en ce moment sur le e-commerce, mais qui arrive avec un axe un peu différenciant. Eux, le bio, ça les importe très peu. Ils veulent rester sur du SCI, sur des bases très moussantes. Et voilà. Après, c'est chacun son choix. Eux, ils ont choisi leur circuit de distribution au départ. Mais ça reste quand même du solide. Voilà. Donc, pour finir, je ne sais pas trop où va le marché du bio. Enfin, pas du bio, mais surtout du solide. Je pense que c'est vrai, une vraie solution pour l'avenir quand même de vraiment, il n'y a aucun intérêt à transporter des litres d'eau quand il y a 90% d'eau dans un shampoing, il n'y a aucun intérêt. Donc je pense qu'il y a des vraies solutions. C'est à nous aussi en tant que fabricants de trouver les méthodes pour rendre les produits les plus sensoriels possibles pour qu'on se dise ok, la fonte elle est bien, la texture elle est bien, sur les cheveux c'est top. Et aussi il y a tout ce qui est porte-savon aimanté maintenant qui permet de gérer un petit peu la fonte derrière et qui permettent de laisser sécher le produit final, quoi.
Juste une petite question pour rebondir. Du coup, est-ce que vous avez connaissance aussi d'initiatives de sensibilisation aux intérêts du solide qui sont intéressantes? Au-delà de l'effort du producteur de se rapprocher le plus possible des demandes du consommateur, quoi. C'est hyper intéressant. Aujourd'hui, il y a des actions qui sont mises en place par Cosme Bio, par Réseau Vrac, de sensibilisation. J'ai discuté avec une marque, pour ne pas les citer, c'était MyLuby. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des produits d'hygiène intime, plutôt hygiène sexuelle. Voilà, donc ça va être des lubrifiants, des choses comme ça. Ils viennent de faire une levée de fonds. Et eux, leur objectif, leur levée de fonds, c'est pas de mettre tout dans des coûts d'acquisition, c'est de monter un média autour de la sensibilisation, autour des produits sexuels. Donc peut-être qu'on a mal pensé, en tout cas, la façon de sensibiliser au solide. Peut-être que s'il y avait des médias qui expliquaient vraiment la différence entre un produit liquide et un produit solide, attention, je dénigre pas le liquide, hein. Mais peut-être qu'on se trompe dans notre façon d'aborder les choses. Peut-être qu'aujourd'hui, quand nous on a un coût d'acquisition à 20 € le client sur un produit solide, peut-être que ces 20 € là, on devrait peut-être les mettre que dans du média, dans du contenu, dans de l'explication. On n'a pas encore trouvé la solution, donc voilà, j'explore un petit peu ce qui existe sur le marché, c'est juste ça. Est-ce que vous avez regardé les tranches d'âge qui consomment vos produits? Les tranches d'âge, ouais. Alors, de toute façon, en cosmétique, la plupart du temps quand même, en tout cas les personnes qui achètent sont les femmes entre 25 et 55 ans. Sur du zéro déchet, je parle, sur du solide. C'est pas 100%, évidemment, il y a des hommes, il y a des adolescents, mais souvent c'est les mamans qui achètent d'ailleurs. Et après, les personnes au-dessus de 50, 60 ans, ils aiment bien avoir leurs produits traditionnels aussi, qu'ils aiment bien garder leur confort. On est une génération, notre génération est quand même hyper sensibilisée, donc je pense qu'il y aura quand même, quand les millénials vont vraiment arriver autour de 30, 35, 40 ans, il y aura quand même un basculement à ce moment-là. Après, je peux pas deviner ce qui va se passer, mais il y a quand même de la sensibilisation. Notre jeunesse est quand même beaucoup plus sensibilisée qu'avant par rapport aux problématiques écologiques. Dernière question? Non? C'était intéressant? Ouais? Merci. C'est cool. Non, si vous voulez échanger, je suis au stand J20, il n'y a pas de souci. Et puis bon courage à ceux qui veulent monter une marque de solide, bon courage à ceux qui veulent développer la gamme vers du solide. Il y a encore plein de trucs à faire qui n'ont pas été faits. Je pense qu'il y a beaucoup d'innos qui sont encore en cours. Et nous, on travaille tous les jours. On a 6 personnes en R&D chez nous pour créer des choses qui sont un peu différenciantes. Voilà, il y a 20% de notre temps qui sont consacrés qu'à ça. Et on essaye mais pour l'instant, on n'arrive pas à vraiment trouver la solution miracle. Et je pense qu'on n'y arrivera jamais, mais on peut trouver des alternatives en tout cas. Merci à vous.